Latitude 91 sur 95.4 fmeveryone.com. Tous les lundis, 18-20h. Dreyfus, le fondateur de l'association Espoir du Monde, après avoir été formé sur la politique de la ville et après d'être investi pendant plusieurs années dans des nombreux projets et actions ici dans le coin, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Donc aujourd'hui, porte-parole du Cercle international de réflexion politique, c'est ça? C'est exact. Donc, tu as été inspiré et puis tu as sorti un bouquin quand même, un bouquin qui s'appelle Politique insertion de l'insertion de la jeunesse. Attention, là, on ne s'attaque pas à n'importe quoi quand même, parce qu'il faut le dire, hein, c'est le problème de nous tous depuis des années et des années. Les clichés, le manque de travail, on ne sait pas quoi faire. Et là, justement, il y a un bouquin qui est, je l'ai feuilleté un peu, j'ai regardé quelques petits trucs vite fait. C'est vrai que le bouquin donne de l'espoir. Comme Sport du Monde, tu as des idées, tu as des chiffres, comme l'indique le titre. Hein. Non, je me trompe. Alors, première question, comment ce bouquin est venu à l'esprit? Bon, déjà, je voulais vous remercier de m'inviter pour pouvoir parler de ce livre, puisque j'avais eu la possibilité déjà de venir ici dans ces studios même. Je crois que c'était juste avant les grandes vacances, c'était au mois de juin il me semble, ou au mois de mai. J'étais en pleine concrétisation de l'ouvrage et j'avais promis revenir vous voir à l'occasion de la sortie de ce livre. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici et vous constaterez donc que tu es là. J'ai honoré mon engagement. Voilà. Donc, comment l'idée m'est venue de rédiger cet ouvrage? C'est parce que, tenant compte du titre, politique, insertion et jeunesse, la politique, on en fait tous depuis très jeune, ce que nous faisons, les lois, tout ça c'est régi par de la politique, donc quel que soit son état d'esprit et quelle que soit son activité, nous faisons tous de la politique. L'insertion professionnelle ou sociale, en bref l'insertion d'une manière générale. Nous sommes également tous concernés dans le cadre de la vie d'un être humain, puisque en grandissant, on est amené progressivement à nous insérer, soit dans la société, enfin dans la société d'abord, mais l'insertion dans la société passe avant tout par une insertion sociale, culturelle et puis bien évidemment professionnelle. Alors, d'après ton expérience, justement, je voulais savoir, devant la politique d'insertion sociale et professionnelle, est-ce que nous sommes tous égaux ou pas? C'est-à-dire, j'ai pas... Est-ce que dans la politique d'insertion, D'accord. est-ce que nous sommes tous égaux? Bien sûr qu'on est tous égaux. Après, tout dépend de la manière dont est perçue la question, parce que si on parle d'égalité des chances, à travers l'école par exemple, lorsque nous allons tous à l'école de la République, nous sommes sur un même pied d'égalité, que vous soyez blanc, noir, arabe, chinois, vous êtes sur un même pied d'égalité, il n'y a pas de différence. J'ai été dans l'école de la République depuis très jeune, et je sais qu'effectivement, que durant toute ma scolarité, il n'y a jamais eu de différence, puisque l'école offrait la chance à tout un chacun de pouvoir s'insérer concrètement au sein de cette société. Néanmoins, il y a des égalités, c'est vrai, qui peuvent venir du milieu dans lequel on évolue, de son milieu social, de son milieu également parental, de l'origine concrète de chacun d'entre nous, d'accord? C'est également, ce sont des choses qui peuvent être importantes et qui peuvent avoir un impact concret sur l'évolution de la personne et sur son comportement au sein de la société. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'égalité, tout dépend, encore une fois, du point de vue selon lequel on se place. Alors là, on va essayer, bon, le sujet quand même, il est assez... C'est du lourd quand même, on parle de la politique, d'insertion, du travail, on va voir quelques grandes lignes parce que tu as fait quand même 10 propositions. Comment pourrait-on améliorer le discours entre les politiques et la jeunesse? C'est vrai qu'il y a du boulot. Quelles solutions envisager pour renouer le lien et stabiliser la situation? Donc la jeunesse est victime.
Sachant que la France, en France, c'est quand même, on est bourré de dispositifs. Tu as le SIG, tu as le Pôle emploi, tu as la maison de RMI, le RSA, tu as des aides un peu partout. Est-ce que tu trouves que la France fait pas assez ou pas bien tous ces dispositifs? Alors, déjà, la question... Parce que le bouquin... Justement, le bouquin, il est là pour ça, non? Alors, éclaircir un peu, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces dispositifs ont été mis en place en vue d'une meilleure insertion de la jeunesse d'une manière générale Donc, on et cherche des personnes également d'une manière générale. Mhm. Il faut bien évidemment remercier et apprécier le travail de ceux qui ont travaillé concrètement sur l'ensemble de ces problématiques d'insertion. Je pense par exemple au rapport de Bertrand Schortz, je pense par exemple également aux anciens ministres de la ville de ces différents gouvernements, aux anciens responsables associatifs qui ont travaillé concrètement pour l'insertion des jeunes. Parce que c'est un boulot quand même qui date depuis longue année. Depuis les années 80. Depuis les années 80, enfin. Le livre commence bien évidemment à partir des années 80, mais l'insertion ne date pas des années 80. Depuis le début du monde, il est question à chaque fois de parler de l'insertion de la jeunesse dans son évolution d'une manière générale. Je me situe au niveau des années 80 parce que c'est là que commence une véritable politique en France liée à l'insertion des jeunes. C'est à partir de ce moment-là et surtout notamment à partir du rapport de Bertrand Schortz que les questions d'insertion commencent à être parce que au début, la France, quand elle s'est commencé à se développer pendant les années 70 où l'industrie se développait, même avant 60, on a ramené beaucoup d'étrangers en France pour faire travailler, notamment des gens des îles, des dom-toms, on les a ramenés ici, puis après ces gens-là, ils ont eu des enfants, et ces enfants-là, qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants-là? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'on en a fait? Ces enfants-là sont allés, pour beaucoup d'entre eux, dans l'école de la République. C'est des personnes qui ont évolué. Certains travaillent, d'autres, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'évoluer dans un contexte favorable à leur insertion. C'est la raison pour laquelle, oui, encore une fois, tu parlais au début d'égalité. C'est à ce niveau-là qu'encore une fois peut intervenir des problèmes en matière d'égalité. Mais néanmoins, pour répondre concrètement à ce que tu dis, dans ces années-là, c'était des années où on avait besoin, effectivement, où la France, comme tous les autres États, avait besoin de main-d'œuvre. Et même aujourd'hui encore, on a besoin de travailleurs, tout comme tous les États qui veulent se développer concrètement. Le poumon, l'économie d'un pays repose bien évidemment sur sa main-d'œuvre avant tout et sur les entrepreneurs, sur une véritable politique entrepreneuriale. Donc lorsque effectivement des personnes arrivent en France pour venir travailler, pour venir s'intégrer, pour venir s'insérer au sein de cette société française, il y a naturellement, oui, effectivement, cette volonté de mettre en place des politiques qui vont, encore une fois, dans le sens de leur meilleure insertion. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce rapport. Mais la question, enfin, c'est peut-être à ça que tu voulais arriver, Mario, parce que c'est la question qui me vient à l'esprit. Quand tu dis donc que tout le monde a été à l'école de la République, est-ce que l'école de la République, elle est la même, par exemple, dans une banlieue comme à Évry, à Corbeil, et au centre de Paris, par exemple? C'est quoi question, Oui, mais bien sûr. Mais c'est quoi l'école de la République? Qu'est-ce que l'on met derrière l'école de la République? Qu'est-ce qu'on met? Ce sont des hommes et des femmes qui enseignent, en tenant compte, bien évidemment, des programmes qui sont établis par les ministères. Les ministères de l'Éducation nationale. C'est ça l'école de la République. Tout dépend après de la pédagogie, de la compétence et de la formation des professeurs qui sont affectés dans ces établissements-là. Alors, donc, des moyens aussi, non? Mais bien sûr, ça va de soi. Ça va naturellement de soi. Donc on n'est pas tous égaux. Non, parce que justement, voilà, quand on parle d'égalité, donc principalement au sein de l'école, on dit qu'il y a, enfin, et c'est pour ça qu'il y a eu des programmes de ZEP, zone d'éducation prioritaire, exact. La décision donc, du gouvernement de mettre plus d'argent dans l'école et dans la différence éducative, parce que justement, il y avait une différence entre des classes surchargées donc en banlieue avec des professeurs. Je me dis si je me trompe, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais avec des professeurs qui sortaient tout juste même de l'école parce que les vieux professeurs qui avaient un peu de bouteille
préféraient pas enseigner en banlieue, ils préféraient être plutôt ou en province ou dans des... Bon, dans c'est des relatif. écoles un peu plus simples. C'est assez relatif. C'est relatif, mais ça arrive. Alors, Donc, c'est pour ça que je posais la question. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve qu'en France, c'est vrai que parce que ça n'arrive pas dans tous les pays, l'école obligatoire et surtout l'école de la République, c'est quand même un système qui fonctionne bien. Après, ça dépend de la qualité du prof, etc. etc. Par contre, la question est, est-ce qu'elle est la même partout? Mais on n'est pas les bons, on n'est pas les meilleurs, parce que justement, dans les bouquins, dans le livre que Dreyfus sort là bientôt, là, il sort là déjà, on va le trouver partout. Hein, Déjà disponible. Déjà disponible mais sur Internet. Donc il y a 10 propositions très simples et peu coûteuses pour l'État ou les entreprises que justement Dreyfus fait ressortir dans cet ouvrage. La première, justement, est rétablir la confiance entre les jeunes et l'école en luttant contre le décrochage scolaire. En France, vous connaissez le programme PISA? Non. Personne ne connaît le programme. Non. Programme Programme international. Pour le suivi des acquis des élèves. Alors, c'est une étude qui se fait sur un panel de 250 000 élèves. Il y a plusieurs pays qui participent et qui sont notés. Hein, donc, qui sont notés. Et nous sommes le 20e pays dans le classement. On est au niveau 20e. Le premier, c'est la Finlande. C'est le meilleur élève qu'on a trouvé. Et j'ai comparé le système scolaire finlandais et français, il n'y a pas une grande différence, parce que toi tu dis déjà dans ta proposition qu'on peut choisir, ça serait une école où on peut choisir nos matières. Non, alors moi, oui effectivement, Hein ce que moi je propose et ce que j'ai préconisé à travers cette ouvrage, c'est que ça part d'un constat qui est concret. Parce que lorsque l'on parle de décrochage scolaire, parfois même d'échec scolaire, il faut avant tout chercher à analyser et comprendre pourquoi on parle de décrochage scolaire et pourquoi il y a parfois échec scolaire. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Évry, les Pyramides, où effectivement, il y avait un certain nombre de jeunes, beaucoup de jeunes, qui décrochaient très rapidement. En 4e déjà, 3e, les personnes ne partaient plus à l'école pour X raisons. Parce qu'il y avait trop de matière. C'est pas parce qu'il y avait trop de matière. Je ne pense pas que ça soit le problème. C'est qu'à un moment donné, l'élève, quand il va à l'école, quand il va au collège, quand il se rend compte que bien sûr qu'il y a des matières principales qu'il faut garder et conserver pour que l'élève, l'étudiant puisse évoluer au sein de cette société. Ce sont des matières fondamentales, mais il faudrait également que les élèves puissent avoir la possibilité, selon leurs compétences, de choisir des programmes qui leur correspondent. Par exemple, on peut avoir des personnes qui sont excellentes en arts plastiques. Ce matin encore, j'étais en visite dans un lycée où j'ai vu ce qu'une classe faisait en matière d'arts plastiques. C'était formidable. Il y a des personnes qui, dès la 4e, dès le collège, peuvent se spécialiser en arts plastiques et ça donnera des vocations. Et lorsque je parle notamment de rétablir la confiance entre ces jeunes-là et l'école, c'est également leur permettre d'exceller dans leur principal domaine de compétences, ce qui les donnera la possibilité par la suite de créer. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est la création d'entreprises par la suite. C'est un peu, comment dire, superflu quand même, parce que tu peux pas te faire une année scolaire avec 2, 3 ou 5 matières. Il y a quand même un minimum. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un minimum et l'ensemble des programmes scolaires qui sont actuellement établis sont indispensables à l'évolution d'un élève. Néanmoins, il faut donner la possibilité, parce que c'est possible, il y a parfois des cours, il y a parfois un peu, les élèves disposent parfois d'un peu plus de temps. Donc sur ce temps-là, il faudrait qu'on étudie concrètement comment donner la possibilité aux élèves de choisir eux-mêmes leur programme. C'est ce qu'on appelle des programmes libres. Mais c'est pas ce qui se passe un petit peu déjà avec la réforme payante, puisqu'en fait maintenant il y a la possibilité donc l'après-midi de choisir une activité. Avec l'aménagement des temps scolaires, mais ça concerne que l'élémentaire. Ça c'est l'élémentaire. C'est en cours, c'est en cours, c'est l'élémentaire, mais ça ne concerne pas tout le monde. Mais déjà, moi je parle de programmes libres dès le collège. C'est dès le collège que ça commence. Alors, juste pour vous mettre un peu à la page, hein, le système, on va parler du meilleur élève de la classe, hein, qui est la Finlande. L'éducation est gratuite pour les étudiants à temps plein. Hein. Cette gratuité s'étend jusqu'à la cantine.
C'est-à-dire quand les gosses, on les nourrit en primaire, en secondaire. Durant toute l'école, et carrément, on peut à partir de 5 km, on te rembourse les frais de déplacement. Et les élèves, justement, ils ont l'obligation de travailler les matières comme ils étudient leur langue maternelle, la seconde langue nationale, parce qu'ils ont un dialecte, l'histoire, la géographie, les sciences sociales, les mathématiques, physique, chimie, biologie, environnement, la religion aussi, s'ils veulent ou pas, selon l'habitude. Tout ça, c'est des classes obligatoires. Est-ce que en France, nous ne sommes pas plus ou moins dans le même programme? Après, vous savez, chaque pays a ses spécificités et ses réalités. D'accord? Ce qui marche en Finlande ne marchera pas forcément en France, tout comme ce qui marche en France ne marchera pas forcément en Finlande. Néanmoins, il faut voir dans quelle mesure on peut prendre ce qu'il y a de positif en Finlande pour l'essayer en France. Si ça marche, s'il y a des résultats, oui, à ce moment-là, il faudrait le conserver. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, bien sûr, ça ne servira à rien de l'intégrer dans cette société. Et les parents, parce que là, on a mis en place des dispositifs, quand tu as trop d'absence, on te coupe les allocations. En fait, on essaie de rendre responsables les parents. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a, surtout dans les quartiers difficiles, il y a des parents qui ne parlent pas français, qui ont du mal à suivre leur parcours scolaire. Oui, les gosses, ils arrivent, ils traînent. Je veux dire, les parents, comment eux, on peut les pousser, les motiver à s'intéresser de plus en plus à leurs élèves. Déjà, il y a quelque chose qui est assez simple, flagrant, hein, puisque ce matin, je visitais un lycée professionnel et il y a la directrice de l'établissement qui m'a fait part d'une information qui se vérifie. Lorsque vous êtes dans un lycée professionnel, par exemple, d'accord, que vous avez un élève, un enfant qui est inscrit dans ce lycée professionnel, vous dites qu'il y a des parents effectivement qui ne s'intéressent pas forcément à l'évolution de leur qui ne regardent même pas leurs devoirs, même pas leurs devoirs, mais c'est grave. C'est grave parce que c'est grave parce qu'il s'agit avant tout de la réussite d'un enfant. On ne fait pas des enfants pour les laisser traîner ou les laisser grandir tout seuls. Lorsqu'on fait des enfants, c'est parce qu'il faut. On estime avoir suffisamment de moyens, d'accord? On estime avoir la tête sur les épaules pour pouvoir faire grandir cet enfant. Et faire grandir un enfant, c'est également le suivre dans le cadre de son parcours scolaire et dans le cadre de son parcour professionnel. Si le môme n'est pas suivi par les parents, il ne voit pas l'intérêt non plus, il peut mentir, cacher l'école, les notes, le rôle, c'est pour cette raison que c'est important que l'école soit présente, d'accord? Parce que l'école va permettre d'accompagner l'élève dans son élévation sociale ou sociétale. Mais l'école ne remplacera jamais les parents. Ça, c'est clair. C'est pour cette raison que oui, effectivement, le rôle principal qui est lié à l'insertion, c'est avant tout la famille, c'est avant tout les parents, et les parents doivent être responsabilisés. C'est incontestable. Alors moi, je connais, il y a plusieurs collèges maintenant qui le font. Hein. Il y a le collège de Paul Fort à Courcouronnes. Il y a un système d'internet, Pronote, ça s'appelle. Tu as les notes de ton élève, tu peux voir les notes, le cahier de test de tes enfants, tu peux voir le programme, le planning, tu peux communiquer avec les profs. Et quand j'ai parlé avec la directrice, elle m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui s'intéressent à ce site internet. Ils sont très rares les parents à venir voir ce site. Donc le problème, c'est les élèves aussi, je veux dire. Mais il y a aussi en grande partie les parents qu'il faudrait vraiment mettre une politique pour les parents, pour les pousser à s'intéresser à leur monde. Bien sûr, ça c'est évident. Mais je pense que la plupart des parents quand même, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, comme vous tous, ils connaissent bien leur gamin et la plupart quand ils s'y intéressent, même sur le site internet, en discutant avec le gamin, ils savent quand il dit la vérité ou pas. Ils arrivent toujours à planquer des trucs. Alors c'est vrai que le site internet, ça peut être vraiment si tu n'as pas confiance en ton môme. Si tu as confiance en ton môme, mais si tu te montres sur quel texte et puis qu'il te dit ses notes régulièrement, normalement il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de parents qui sont surpris. Le site internet, c'est juste une sécurité entre guillemets, un moyen de communication. Ouais. Bah, je sais comme ça. Ouais, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il faut responsabiliser les parents. Il faut les responsabiliser, c'est incontestable. Il faut responsabiliser. Pour résumer ce que disait Dreyfus, un gamin qui se sent bien chez lui, avec des parents responsables, sera responsable à l'école, forcément. Sera responsable à l'école. Parce qu'il y a un suivi. Il y aura un véritable suivi. Alors on va passer, parce que l'heure passe... Juste une dernière question, c'est parce que tu parlais des jeunes pour la création d'entreprises et tout.
Et est-ce que tu connais l'association Manu Créateur, qui permet à des jeunes justement de créer une entreprise? J'en ai entendu parler, c'est une association ivrienne, c'est bien ça? J'en ai entendu parler. Alors, justement, pour parler de l'entreprise et de l'insertion, et la deuxième proposition qu'on trouve dans ce livre, c'est inciter les établissements d'enseignement supérieur à encourager les stages, hein, quelle que soit la filière, de créer des partenariats avec des entreprises. C'est vrai que maintenant, quand on est étudiant et qu'on cherche un stage, c'est un parcours du combattant. Ça se fait plus ou moins à la tête, parce qu'on est aussi victime d'une discrimination. On est victime d'une discrimination peut-être raciale, mais surtout géographique. Hein. C'est-à-dire, quand on vient de tel secteur, on n'embauche pas un mec qui vient d'une cité pourrie, non? Oui, alors, si vous voulez, ce qu'il est important, c'est là également, quand on parle d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, surtout comment réussir cette insertion, c'est vrai que l'école a un rôle fondamental dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle d'un jeune. Les parents, encore plus. Mais si on veut concrètement réussir l'insertion d'un jeune à travers l'école, d'accord, parce que lorsqu'on parle d'insertion, on va à l'école pour un avenir meilleur plus tard, et quand on parle d'avenir meilleur, en général, on pense à intégrer une société, à être entrepreneur ou à travailler dans une entreprise. Et pour réussir cette insertion, il faut faire en sorte de donner plus de moyens aux établissements, d'accord, de mettre en place des partenariats solides avec les entreprises. Et surtout, généraliser les stages, parce que il y a des personnes que vous connaissez sûrement dans votre entourage, qui ont des bacs plus 5, moi j'en connais, d'accord, qui ont été dans des filières assez particulières, et qui après un bac plus 5 ne trouvent pas d'emploi. Il faut se poser la question de savoir pourquoi ces personnes-là ne trouvent pas d'emploi. Il est vrai que nous sommes dans un contexte économique assez particulier, mais c'est dès la première année d'université qu'on devrait inciter les étudiants à faire des stages. Et pour cela, il faudrait que les établissements, c'est bien de demander aux élèves d'aller chercher des stages, mais il faudrait que les établissements également puissent avoir des partenariats concrets, solides, avec les entreprises. Alors, en France, excuse-moi, il y a 40% des entreprises seulement qui accueillent des stagiaires. Hein. Il y a pas, c'est pas énorme. Hein. Maintenant, un stagiaire, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ça prend du temps, et puis il n'y a pas toujours... Tu comptes avec toutes les entreprises, parce que l'entreprise, ça peut être la multinationale jusqu'à l'auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, un stagiaire, souvent, il ne pourra pas voir grand-chose. Oui, effectivement, en général, ça c'est la grande chanson. Hein, un stagiaire, ça prend du temps, etc. Mais un stagiaire, c'est avant tout également donner la possibilité à une entreprise d'être dynamique et d'être jeune, d'être innovante, d'accord, de montrer qu'elle peut s'adapter au cadre dans lequel elle évolue. Et c'est également un moyen de communication pour cette entreprise-là. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, et il faut bien faire la différence, il y a stagiaire et stagiaire. Je m'explique sur ce point. Un étudiant de première année, deuxième année, voire troisième année, la seule chose qui l'intéresse, d'accord, c'est de pouvoir se former. D'accord, c'est de pouvoir bénéficier d'une véritable expérience en entreprise pour mieux s'insérer. C'est là que vient le problème. Lorsque les entreprises réchignent à embaucher des stagiaires, c'est parce qu'elles se disent qu'elles vont prendre des étudiants, qu'elles vont former, qui ne s'intéresseront pas forcément à leur activité. Et en plus de ça, ces entreprises-là auront l'obligation de rémunérer ces stagiaires-là. C'est là que vient le problème. Et c'est pour cette raison que ces entreprises-là considèrent qu'il s'agit d'une perte de temps et qu'en général, elles décident de ne pas prendre des stagiaires. C'est pour cette raison qu'il faudrait que les étudiants de première, deuxième, voire troisième année puissent effectuer des stages, je dirais, peut-être pas gratuitement. Les entreprises qui ont les moyens de rémunérer les stagiaires devront rémunérer les stagiaires. Mais lorsqu'on a une PME ou lorsqu'on est auto-entrepreneur, qu'on veut développer son activité et qu'en même temps on veut donner la possibilité à un jeune stagiaire de pouvoir réussir son année, il faut qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas imposer les PME, les TPE. Alors comment on peut les encourager Pardon ? Comment on peut les encourager, les PME alors tout simplement, par exemple, pour les PME ou les TPE qui n'ont pas spécialement de gros chiffre d'affaires, on devrait leur permettre d'embaucher des stagiaires gratuitement. Voilà. Les premières, deuxième, troisième année. Attention, les premières, deuxième, troisième année. À partir du master, on a une certaine expérience déjà. Là, on a des compétences. Et à cette année-là, oui, à partir du bac plus 4, on peut prétendre à une véritable rémunération. Mais lorsqu'on est en première année, le seul objectif, c'est de valider son année et surtout d'être formé.
Mais ces entreprises... Attends, Aaron, excuse-moi, Aaron voulait poser une question. Ah, j'avais une question, c'est par rapport à ça. Bon, Attends, intéressant. ça sera un peu plus tard. Mais qu'est-ce que tu penses des contrats d'avenir? Ça, c'est la question. C'est pour dire ça? C'est pour dire ça? Non, mais n'importe quoi. Bon, attends. J'ai ma question tout à l'heure. Allez, on va y venir parce qu'on va parler des services civiques aussi plus tard. Est-ce que tu connais les systèmes coopératifs aux États-Unis? Est-ce que tu connais le système coopératif aux États-Unis? Bah, le système coopératif, c'est vague et ça veut tout dire et rien Alors, c'est dire une en même temps. expérience où, là, justement, il y a une volonté, il y a vraiment une obligation pour les étudiants, dès la première année, d'intégrer des entreprises, dès le premier cycle. Le système. Donc, c'est un système coop, qu'ils appellent ça, et c'est un système tout nouveau, là, qui est en train de s'expérimenter aux Participatif, États-Unis. coopératif, exactement. Donc, est-ce que tu crois que ce système-là, on peut l'importer en France? Bah, pourquoi pas? S'il marche aux États-Unis, pourquoi pas en France? Après, il faudra essayer. Il faut essayer pour savoir s'il marche. Mais sauf erreur de ma part, moi je sais que quand je travaillais en entreprise, on avait des collégiens qui venaient pour faire des semaines de découverte. L'alternance? Oui. Non, Non, des rien à voir. collégiens, je parle. Ah, Des semaines de collégiens découverte, qui des venaient semaines. pour faire des Des semaines de semaines. découverte. Ouais, ouais. C'est exact. Parce que, alors, moi, il y a une chose que j'ai bien entendu tout ce que tu as dit, mais il y a quand même une chose, c'est que si les entreprises ont le droit de prendre des stagiaires gratuits, je te pose la question. Non, c'est sans doute. pas toutes les entreprises, attention. Pas toutes les entreprises. C'est sans doute la Pas question que toutes va les se poser entreprises. quelqu'un qui nous écoute, parce que moi je me la pose. On pourrait se dire, mais est-ce que les entreprises, certaines entreprises, vont en profiter pour prendre des stagiaires et les mettre sur des postes, voilà, pour remplacer en fait quelqu'un qui est malade, etc. Et donc ça leur évite de prendre, Non. un véritable Non, employé. parce Et que- ça c'est la première question. Et puis la deuxième question aussi, c'est que moi ça c'est par expérience, c'est que c'est vrai que les stagiaires, c'est vrai qu'il y a stagiaire à stagiaire, dans le sens où c'est le stagiaire qui est là pour découvrir le boulot, donc il ne connaît pas le boulot, bah, c'est normal. Mais quelquefois, ou bien il manque de sérieux, ou bien alors il est complètement paumé parce que la vie de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec la vie à l'école. On est Et il y a d'accord. une certaine maturité qu'il faut acquérir. Et moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai fait des forums pour mon ancien employeur, quand j'ai fait des forums de l'emploi, on cherchait une fois des agents d'accueil, et les types arrivaient, mais vraiment, je veux dire, habillés comme tous les jours, et ils disaient, ouais, bonjour, je veux faire agent d'accueil. Oui. Et Bon, voilà, là, on c'est- caricature. je Là, on est dans la caricature. Caricature, mais Là, j'ai vu, on et est dans c'est la vrai que caricature. C'est pas que c'est des gens qui voulaient pas travailler, mais simplement, on leur avait pas dit, attention, là, tu vas te présenter auprès de quelqu'un que tu connais pas, il faut montrer une bonne image. Oui, Ça mais paraît- c'est un exemple, hein. Ça paraît tout. Mais il faut qu'il y ait une c'est préparation dès aussi la dans première l'école. année. C'est dès la première année que ça se prépare. C'est pour cette raison que, oui, tu as un peu répondu concrètement à la question que tu viens de me poser. Tu as clairement répondu puisque tu te poses la question, tu t'inquiètes sur le fait que les entreprises pourraient éventuellement abuser des compétences de certains stagiaires. Non, mon cher ami. Non, parce que lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on est chef d'entreprise, on a une obligation de résultat. D'accord? Et en ayant une obligation de résultat, on ne perd pas son temps en prenant un stagiaire qui n'aura pas la volonté de travailler au sein de cette entreprise ou un stagiaire qui ne C'est nous un stagiaire de apportera pas se vendre, hein. grand-chose. D'accord? Lorsque l'on prend un stagiaire quand on est chef d'entreprise, mon cher ami, d'accord, c'est pour le former dans un premier temps. Et puis, c'est un échange également. Voir quelles sont les compétences, d'accord, et les nouveautés que peuvent apporter ce stagiaire au sein de ma structure. En tant que chef d'entreprise, on ne prend pas un stagiaire pour l'exploiter. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui prennent des stagiaires pour les exploiter, il faut bien évidemment les condamner. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que lorsque je dis que il faut donner la possibilité à des TPE, PME, en bref, aux entreprises qui n'ont pas forcément de gros chiffres d'affaires, d'embaucher des stagiaires, gratuitement, bien évidemment, cela n'est pas valable pour les entreprises qui ont, elles, la possibilité de faire d'énormes chiffres d'affaires et donc, par Mais conséquent, est-ce de que tu penses rémunérer pas, quand même, les stagiaires. En dehors de ça, est-ce que tu ne penses pas vraiment, alors moi j'ai eu beaucoup de stagiaires et c'est vrai que il y a quelque chose qui est bien, c'est que quand ils viennent, ceux qui venaient du lycée par exemple, ils étaient suivis par un professeur. C'est-à-dire que le professeur était justement pour s'assurer que le poste sur lequel on le faisait travailler était un poste formateur, qui allait Bien nous sûr. servir plus tard. Voilà. Donc s'il y a un suivi des profs, alors même ça leur fait encore du boulot, mais s'il y a un suivi des profs, c'est vrai que, faut qu'ils aient les moyens de le faire, mais c'est vrai que, là moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que il y a quelquefois, même les stagiaires, t'entends plein de stagiaires qui te l'ont dit, qu'ils étaient exploités. Par exemple, quand c'est quand c'est pour répondre au téléphone, voilà, au standard, tu dis, voilà, tu réponds ça, Mon tu cher réponds ça. ami, mon cher Et ami, ça remplace mon cher quelqu'un. ami, Non, mon non, cher mais ce que ami. je veux dire, c'est À un qu'il faut moment surveiller donné, la chose à un moment et- donné, mais bien sûr qu'il faut surveiller la chose. Ça ne va pas se faire comme ça. On est quand même dans un pays de droit. Il faut respecter la loi, bien évidemment. Mon cher ami, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est en première année, deuxième année, troisième année, d'accord? Je suis passé par là, je suis diplômé d'un bac+6. Je sais ce que c'est que les stages, d'accord? Notre seule envie, c'est de pouvoir réussir son année.
de pouvoir valider son diplôme. Et on valide son diplôme en validant un stage. D'accord? Donc, oui, effectivement, il y a des chefs d'entreprise. Oui, effectivement, il y a des chefs d'entreprise qui abusent de ces stagiaires-là. Mais ceux-là, il faut les condamner. Il faut les condamner. Et c'est pour cette raison également que l'école est là pour ça. Vous savez, je parle d'un sujet que je maîtrise, puisque au sein de la structure dont j'étais le membre fondateur, Espoir du Monde, j'avais plus d'une centaine de stagiaires. Et des candidatures, des curriculums vitae, d'accord, les jeunes d'Evry, toi-même également, tu peux en témoigner, tous les jours, il y en avait. D'accord? Donc les stagiaires, cette problématique, croyez-moi mon cher ami, je sais ce que c'est. On va avancer, on va avancer. Juste pour une dernière chose, c'est vrai que moi je conseille vraiment à tous les jeunes qui écoutent, parce que ça c'est mon expérience personnelle et l'expérience que j'ai eu avec les stagiaires, c'est que, d'ailleurs je parlais de présentation, etc. Et c'est vrai que il faut vraiment, même si vous n'en avez pas besoin pour vos études, essayez de trouver des boulots pendant vos vacances, etc. Même si vous avez les moyens, j'ai envie de dire, parce que le monde de l'entreprise, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Ouais. Et découvrir le monde de l'entreprise, et ben, ça apprend énormément sur la vie. Ça devrait faire vraiment partie de l'éducation comme aller à l'école. Et là, moi, je pense que vraiment, il y a des jeunes, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ne comprennent pas tout de suite dans le monde dans lequel ils sont, donc ils découvrent ça, c'est tout à fait normal. Mais ils ont un petit peu de mal parce que ça devient d'un seul coup très violent et ils se disent, ah bah, attends, si après c'est comme ça... C'est pour ça que ça doit commencer dès la première année. Mais je suis d'accord avec toi. Bonne proposition. On va avancer parce qu'il y a 10 propositions, on est à peine à la troisième, même pas. Donc tu parles justement d'une allocation jeune entrepreneur, c'est-à-dire aider les jeunes à créer leur entreprise par des aides et puis des dispositifs de fiscalité divers. Je veux dire, ma question, comment on peut financer ça? Comment on peut financer ça? Bah écoutez, déjà dans un premier temps, il faut... la question du financement, elle vient après. Déjà, il faut donner la possibilité aux jeunes de vouloir créer leur entreprise. D'accord? Aujourd'hui, ce qui freine parfois certaines personnes à créer leur entreprise, à oser créer leur structure, c'est la fiscalité. Ça, c'est le premier frein à la création d'entreprise, c'est la fiscalité. C'est pour cette raison qu'il faut donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs de créer certes des entreprises, mais il faut également que la fiscalité leur soit avantageuse. Est-ce que tu connais l'article N54L 5425.8 du Code du travail? Mon cher ami, il y a tellement d'articles. Alors, et pourquoi je te le dis? Parce que tu parles dans ta proposition, dans la 6e, c'est le service temporaire obligatoire. Oui. Et justement, je te parle de cet article-là parce qu'il va avec. Alors, il y a un article en France que pour la situation de demandeurs d'emploi qui peuvent exercer une activité bénévole pour pas perdre justement quand ils sont chômeurs pendant très longtemps, tu te décroches de la réalité de la société. Donc cette loi te permet de pratiquer, d'intégrer progressivement le monde du travail. Alors, c'est une loi qui te permet de le faire. Toi, pour les gens de moins de 30 ans, n'ayant pas trouvé d'emploi depuis au moins un an, ce qui est long, un an sans travailler, de leur permettre de garder un pied dans le monde du travail. Exactement, c'est un service temporaire obligatoire. D'accord. Obligatoire. Comment tu développes ce service temporaire obligatoire? Le principe est assez simple. Sachant que les entrepreneurs, ils peuvent jouer aussi avec. On peut te licencier, on te laisse miroiter, un an après on te rappelle, viens faire du bénévolat chez moi. Non, rien à voir, cher ami. Rien à voir parce que déjà, dans un premier temps, tout dépend du type de contrat que tu as la possibilité de signer. Enfin bref, l'idée du service temporaire obligatoire, c'est d'encourager les jeunes à travailler et à entreprendre encore une fois. Quand on est jeune, quand on a moins de 30 ans, 24 ans, 26 ans, 27 ans, 21 ans, 22 ans, d'accord? Et qu'on ne trouve pas d'emploi. Au bout d'un an de recherche, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Parce qu'au bout d'un an de recherche, en général, ça se concrétise par 2 ans de recherche, 3 ans de recherche, et on décroche complètement. Et lorsque l'on décroche, c'est pour se retrouver assisté. Et quand on est assisté, trop assisté, souvent on est désociabilisé. Et c'est donc la raison pour laquelle cette proposition consiste à imposer, je dis bien imposer, un service temporaire, je dis bien temporaire, mais obligatoire, qui permettra à un jeune âgé de moins de 30 ans, d'accord, de continuer à chercher de l'emploi, s'il n'en a pas bien évidemment, mais en même temps d'avoir la possibilité de travailler, de donner un peu de son temps
à une association, à une administration ou une entreprise pour ne pas être désociabilisé. Voilà la proposition. Il faut qu'on donne la possibilité à des jeunes qui veulent chercher du travail, à des jeunes qui veulent s'insérer dans la société, qui n'ont pas encore d'emploi, de pouvoir bénéficier d'un service obligatoire temporaire, je dis bien temporaire, et en échange, ils bénéficieront bien sûr d'une indemnité. D'une indemnité provisoire. Déjà, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la proposition. Déjà, ça va limiter le nombre de personnes qui ont accès. Ça limitera déjà le nombre de personnes qui ont accès aujourd'hui au RSA, d'accord? Et ensuite, bien évidemment, cela va inciter les jeunes de moins de 30 ans à chercher concrètement du travail. Parce qu'avec 300 € d'indemnité, bien évidemment, vous en convenez avec moi, j'en doute pas une seconde, on ne peut pratiquement pas vivre. C'est une indemnité, c'est un encouragement. Voilà le sens de ma proposition. Bon, en tout cas, l'insertion fait partie de notre pain quotidien, mes amis, qu'on le veuille ou C'est un pas. large sujet, mais c'est vrai que C'est un sujet intéressant, que je l'avais dit dès le début de l'émission, que la deuxième partie allait être lourde et bien intéressante. Mais il y a tellement de choses. Tu parles aussi de donner l'accès au service civique au maximum de jeunes. Là, François Hollande, il veut atteindre en 2017 le chiffre de 100 000 services civiques. C'est une bonne chose, le service civique. Quand même, le service civique, c'est une très bonne chose. C'est du code de service national. Ça n'a rien à voir avec le ministère de... Voilà. C'est un truc qui remplaçait le service, le parlecteur de conscience et tout ça. Donc, Martin Hiche, c'est une vraie bonne chose. Alors, ton bouquin, on va le trouver sur la FNAC, sur Internet. Montre-le à la caméra, ton bouquin. Hein? Montre-le à la caméra. On va montrer le livre à la caméra. Là, c'est une radio avec une caméra. Ouais, on a une caméra. La radio maintenant, ça c'est la radio. Alors, voici le livre. Hein? Super. Voilà, on le voit bien là. Voilà, super. Donc, on peut le trouver à la FNAC, sur Internet. C'est dans les éditions Harmattan. Tous les lundis, 18, 20h.